Gabon Echo, désormais sur Radio Gabon La Référence. Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malekou, Fabien Guy, Onkevele. Madame, Monsieur, bienvenue à votre rendez-vous économique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pan de l'économie assez technique et assez particulier, pour ne pas dire peu connu. Nous allons parler de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle. Et pour ce faire, nous avons deux experts avec nous, Monsieur Parfait Eban, chef de service brevet et objet végétal. Bonjour Monsieur Parfait Eban. Bonjour Monsieur Malekou. Il n'est pas seul, il est accompagné de Monsieur Armand Ndongema, qui lui est chef de service indication géographique. Bonjour Monsieur Ndongema. Avec moi et comme à l'accoutumée, Fabien Guillaume Kevele. Bonjour Fabien. Bonjour Gérard Malekou, bonjour chers invités et soyez les bienvenus à l'émission Gabon Echo. Il y a la pêche ce matin, ça va, c'est bon? Non, ça va très bien. Ok, c'est parfait. Nous avons la prise de son chez Limanea qui va nous accompagner durant cette émission. Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue à votre rendez-vous. Gérard Malekou, c'est moi. Gabon Echo, c'est parti. D'entrée de jeu, Monsieur Parfaitement, ou peut-être Monsieur Armand Ndongema. Déjà, tout de suite, la nuance entre la propriété industrielle et la propriété intellectuelle. Merci, Monsieur Malekou. Avant tout propos, d'abord vous dire merci pour la tribune que vous nous offrez, Radio Gabon, à travers son émission Gabon Echo. Cette tribune qui nous permet aujourd'hui de parler des questions de propriété intellectuelle. C'est pas très souvent qu'on en parle dans notre pays. Absolument. Encore merci. Pour revenir à votre question, il n'y a pas une différence fondamentale entre la propriété intellectuelle et la propriété industrielle. Tout simplement préciser que la propriété intellectuelle se compose de deux grandes branches, deux types de propriété. La propriété littéraire, artistique et scientifique, d'une part, et la propriété industrielle d'autre part. Les deux réunis, ces deux types de propriétés réunis, forment ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Alors, vous êtes de l'Office gabonais de la propriété industrielle. Où est-ce que déjà on vous situe géographiquement et quelles sont vos missions? Merci. Géographiquement, nous sommes situés sur le boulevard Triomphal, à quelques jets de pierre de l'échangeur. Il y a un bâtiment flambant neuf. Sur la barrière, vous verrez OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et sur le bâtiment, vous verrez CDPI. Voilà. C'est à ce niveau où est logé l'Office gabonais de la propriété industrielle. Alors, de manière ramassée, on va dire, nos missions se résument à titre principal. D'abord, en amont, la sensibilisation auprès des chercheurs, des opérateurs économiques, pour qu'ils s'approprient l'intérêt de la protection de leurs objets de propriété intellectuelle. Alors, comme deuxième grande mission, nous recevons en dépôt toutes ces demandes de protection. Nous les étudions, nous les traitons en interne et nous les transmettons à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui est cet office compétent pour délivrer les titres de propriété industrielle. Monsieur Eban Parfait parle tout à l'heure de protection des données, des littéraires, des artistes. Et moi, on veut comprendre, quand on parle de protection, ça doit être basé sur le droit. Est-ce qu'on peut avoir quelques droits de la propriété industrielle? Tout à fait. Les droits sont les mêmes, que nous soyons en propriété industrielle ou en propriété intellectuelle. Les droits sont les mêmes, c'est-à-dire c'est des droits exclusifs d'exploitation de vos œuvres protégées, j'entends. Alors, le législateur ou API, j'ai envie de dire, vous fait obligation d'exploitation de votre création. Okay? Si vous ne pouvez pas l'exploiter vous-même, vous faites exploiter par d'autres personnes, d'autres industriels ou commerciaux. Voilà, pour que la société en bénéficie, bien sûr. Alors, mais comment reconnaître ces droits? Parce que quelqu'un peut, par exemple, avoir commis un livre, mais ne connaissant pas ses droits, comment est-ce qu'il doit faire? Oui.
Oui, monsieur Armand Ondong peut dire quelque chose. Oui, merci. Comme il l'avait déjà dit auparavant, je vais réitérer. Nous sommes contents d'être reçus ici. Et c'est une tribune qui va nous permettre de parler d'un certain nombre de choses qui vont situer les différences dans les esprits des uns et des autres. Absolument. Alors déjà, il faut partir du principe que quand on parle de propriété intellectuelle, comme il a si bien dit, propriété littéraire, artistique et scientifique d'une part, propriété industrielle d'autre part. Je vais encore préciser que quand on parle de propriété littéraire artistique, il y a ce qu'on appelle le manque de formalisme. Parce qu'en matière de propriété littéraire artistique, la création vaut protection. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de livres, vous parlez des artistes peintres, vous parlez des sculpteurs, des musiciens, de ceux qui font les scénarios des films. Voilà. Ceux-là appartiennent au groupe de propriété littéraire et artistique, communément appelés droits d'auteur, mais on oublie souvent les droits voisins, ou qu'on appelle dans notre jargon aussi droits connexes. Alors, ces gens, lorsqu'ils créent, systématiquement, ils sont protégés. Ils n'ont pas besoin de formalités administratives. Parce qu'il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Et il faut préciser que, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'artistes, et ils n'ont pas tort parce qu'ils ne connaissent pas, pensent que le BUGADA, le Bureau gabonais du droit d'auteur, est la structure qui protège leurs droits. Non. Le Bureau gabonais du droit d'auteur est cet organisme de gestion collective. Parce que les droits de propriété littéraire artistique se gèrent de deux façons. Soit vous voulez les gérer individuellement, c'est-à-dire que lorsque vous créez, vous avez une œuvre sur le marché, vous-même vous faites la veille de votre œuvre pour éviter que d'autres personnes utilisent cette œuvre sans votre autorisation. Mais le danger avec ça, c'est que vous ne pouvez pas être partout en même temps. Est-ce qu'en même temps que vous cherchez à créer d'autres œuvres, vous serez aussi sur le terrain à faire la veille? C'est pour cela que les organismes de gestion collective sont créés, pour permettre de suivre vos droits. Vous cédez une partie de vos droits à cet organisme de gestion collective qui va, en vos lieux et places, faire ce qu'on appelle, on peut dire un peu la police de vos œuvres. Et ceux qui veulent utiliser vos œuvres, l'organisme a la possibilité de contracter des licences avec ces utilisateurs. Nous allons revenir sur cette notion de licence. Voilà. Donc, pour essayer de dire que ça, c'est dans le cadre de la propriété littéraire artistique. Dès que vous créez, vous êtes protégé. La seule chose qu'on demande souvent pour se prémunir contre les usurpateurs, c'est d'avoir un support. On appelle ça fixer l'œuvre. Vous devez fixer l'œuvre. Il y a des gens qui utilisent les téléphones, il y a des gens qui utilisent des disquettes, il y a des gens qui utilisent des CD. Cette œuvre-là est fixée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si quelqu'un venait à usurper cette œuvre, vous avez la preuve que vous êtes le premier. Parce que c'est le premier arrivé qui est le premier servi. Dès que vous créez, même si cette œuvre est inachevée, elle est déjà protégée. Ça, c'est le cadre de la propriété littéraire et artistique. Dans le cadre de la propriété industrielle, où on parle des brevets d'invention, où on parle des marques de services ou de produits, où on parle des obtentions végétales, où on parle des indications géographiques, où on parle des noms commerciaux, il y en a beaucoup d'autres. Là-bas, il y a des formalités à remplir. Lorsque vous prétendez avoir une création qui ressemble à une invention, parce que dans la matière de la propriété industrielle, nous avons les objets. Cet objet, si il répond aux critères de brevetabilité, c'est-à-dire cette invention, si elle répond aux critères de brevetabilité, on va envoyer à l'OAPI après avoir étudié, on envoie votre dossier à l'OAPI. L'OAPI délivre ce qu'on appelle le brevet, parce que le brevet est le titre qui protège l'invention. À partir de cet instant, votre objet n'est plus objet de propriété industrielle, devient un titre de propriété industrielle. À cette fin, est-ce qu'il suffit d'avoir le titre? Le brevet d'invention n'est pas le brevet d'études du premier cycle, comme un décorum chez soi. C'est un diplôme. Voilà, il faut le mettre en valeur. C'est là où il vous a parlé de l'exploitation, l'obligation d'exploiter. Mais vous n'êtes pas obligé vous-même d'exploiter. Parce que si les moyens ne vous permettent pas d'exploiter votre invention, vous faites ce qu'on appelle des concessions ou des cessions. Vous voyez quelqu'un qui peut exploiter, qui est intéressé par votre œuvre, votre invention, et il peut l'exploiter pour vous. Vous vous entendez seulement sur des canevas de contrat. Pour que les choses soient un peu plus claires, on va prendre un exemple. Vous avez parlé d'indications géographiques, les noms commerciaux. Nous prenons un exemple, les petits pots de Logoué. Ça veut dire que si, par exemple, Jessica a Logo, qui a déjà les petits pots de Logoué dans son commerce, retrouve ce nom ailleurs, il peut poursuivre la personne qui utilise ce nom-là. Bien. Là, quand vous parlez des petits pots de Logoué, ça devient ce qu'on appelle la marque. Oui. C'est une marque, je crois que c'est une marque de produit. Oui, c'est une marque de produit. Alors, à partir de cet instant, il faudrait comprendre que dans le domaine de la propriété industrielle, pour ce qui est des marques, les droits s'obtiennent de deux façons. Les droits s'obtiennent à l'usage
pour une marque. Parce que vous commercialisez déjà, on appelle souvent ça la possession antérieure, vous commercialisez des produits sous une marque, comme vous dites les pots de Logoué. Vous le savez parce que vous avez déjà vu ça. Effectivement. Alors, imaginez-vous qu'un seul instant, quelqu'un d'autre qui s'aperçoit, qui est dans le commerce, s'aperçoit que ces petits pots de Logoué marchent bien. Ont un succès franc. Ont un succès fort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à imiter. Et lorsqu'il imite, ou lorsqu'il prend aussi le nom des petits pots de Logoué pour commercialiser des produits peut-être dans ce sens-là, à partir de cet instant, il y a ce qu'on appelle un début de contrefaçon. Ou même on va même dire la concurrence déloyale. Parce que la contrefaçon, c'est beaucoup plus lorsque vous avez des droits enregistrés. Mais il y a déjà de la concurrence déloyale et la personne qui est propriétaire, titulaire des droits sur les petits pots de Logoué, a la possibilité de vous poursuivre. On va lui dire, mais vous n'avez pas le titre qui vous protège, mais il dira simplement que j'use de cette marque depuis longtemps. Et ce sont ces preuves qu'il va amener devant les tribunaux qui vont lui permettre d'avoir raison. Mais seulement ce qui se passe, c'est que lorsqu'il a déjà esté quelqu'un devant les juridictions compétentes dans le cas d'une violation de ses droits, il faudrait qu'il aille au niveau de l'Office gabonais de la propriété industrielle enregistrer de façon formelle cette marque-là. Parce qu'il faudrait souvent faire ça. Vu que vous avez parlé de marque, qu'entend-on par marque déposée? La marque déposée, c'est juste une façon de dire qu'on a... La marque, elle est d'abord une marque. Absolument. Voilà. C'est parfois un jargon que certaines personnes, certaines industries utilisent. C'est une marque déposée pour montrer combien de fois elle est notoire, D'accord. par exemple. D'accord. Mais sinon, la marque, elle sert à couvrir les produits et elle vous permet de vous différencier des produits des concurrents. C'est ça l'objectif de la marque. Monsieur, donc, on veut bien comprendre et on veut des exemples pour que nos auditeurs comprennent bien. Par exemple, l'exemple de brevet, exemple de modèle d'utilité, exemple de marque, exemple peut-être de dessins industriels, de noms commerciaux. Oui. Quelqu'un peut entendre des choses comme ça, il se dit vraiment dans sa tête, si on donne par exemple telle chose c'est un brevet, telle chose c'est un nom commercial, là c'est facile à comprendre. On a besoin de ces exemples. Oui. Peut-être revenir dans le cas singulier des petits pots de Logoué, parce que j'ai effectivement vu ces petits pots quelque part lors d'une exposition. Tout simplement dire, nous sommes là dans le domaine de la propriété industrielle. Alors, et trois choses ou trois objets rentrent en ligne de compte dans le cas des petits pots de Logoué. Il y a d'abord ce nom petit pot de Logoué qui est collé sur le produit. Ok? Alors, qui devient une marque parce que ce nom accompagne le produit sur le marché. En l'espèce, il devient une marque. La deuxième chose, c'est la forme du produit. Ok? Là également, c'est un objet de propriété industrielle qui est également protégeable. On appelle ça un dessin et modèle industriel. Parce que le client, soit il fait référence à la marque pour être fidélisé, soit il fait référence à la forme du produit sur le marché. Okay? Et la troisième chose, c'est le produit même qui est à l'intérieur de cet emballage. Voilà. Soit son procédé de fabrication, soit sa formule ou sa composition. C'est-à-dire l'élément qui n'est pas visible par le consommateur. Et c'est à ce niveau que le brevet intervient. Parce que le brevet protège ce que le consommateur ne voit pas. Donc, pour dire ceci, que la propriété industrielle en elle-même se divise en deux types d'objets. Des créations à caractère technique et puis les signes distinctifs. Les signes distinctifs ont pour mission de rabattre ou de fidéliser la clientèle. Le nom commercial, la marque, le dessin modèle industriel, même une indication géographique. Et le brevet protège l'aspect technique, les caractéristiques techniques du produit, ce que le consommateur ne voit pas. Maintenant, pour revenir à votre toute première question, effectivement, qui va permettre à ce qu'on fixe dans l'esprit de nos auditeurs, la principale distinction entre ces éléments-là. Alors, le brevet, il faut dire que le brevet, vous n'êtes pas obligé de demander un brevet. Vous n'êtes pas obligé de protéger par brevet. Mais nous ne conseillons pas cela. Nous conseillons plutôt de protéger par brevet. Okay? Parce que l'invention peut se protéger par secret également. Tant que le secret est bien gardé, ça vous en profite. Mais c'est à vos risques et périls. Parce que si quelqu'un d'autre arrive par rétro-ingénierie, par le principe de rétro-ingénierie, mettre au point le même produit, en demande le brevet, vous êtes disqualifié automatiquement. Il en devient propriétaire. Mais monsieur Ban, comment protéger donc une propriété intellectuelle?
Ben, le collègue l'a dit. Dans le domaine de la propriété littéraire, il n'y a pas de formalité administrative. Oui. Dans le domaine de la propriété industrielle, il y a des formalités administratives et qui sont spécifiques à chaque objet de propriété industrielle. Et c'est comme ça que, je crois, les taxes varient également. Voilà. Mais parlons-en de protection de propriété intellectuelle. Mais quelles sont les conséquences alors du non-respect de la propriété intellectuelle? Ben, c'est une question qui est bienvenue parce qu'on en voit tous les jours. Hein. Oui. On en voit tous les jours les gens qui ne respectent pas les droits de propriété intellectuelle des autres. Ça, c'est clair. Soit par méconnaissance de ceux qui posent ces actes-là, soit par méconnaissance également des titulaires de droit. Voilà. J'ai vécu une scène, un jour, je tais le nom par discrétion, à l'époque on avait encore des discothèques, des kiosques à cassettes. Un artiste de renom de ce pays passait par là, au carrefour Sotega, avait trouvé ses cassettes en train de jouer sa musique. L'artiste s'est arrêté et s'est permis de tout prendre. Ben, on a crié, ben non, on n'a pas le droit de faire ça. Bien au contraire, parce que le collègue l'a dit. Ça se gère de deux manières, les droits en matière de propriété littéraire. Soit de façon individuelle, ce que nous conseillons pas également. Soit de manière collective, via une organisation de gestion collective qui est le Bureau gabonais du droit d'auteur. On insiste là-dessus. Le Bureau gabonais du droit d'auteur n'octroie pas des droits, ne protège pas, mais gère collectivement les œuvres des titulaires de droit. Ok? Alors, quel risque? Ben, les risques sont énormes. Si vous violez la propriété intellectuelle d'un titulaire de droit, ce titulaire est en droit de vous traîner devant les tribunaux. L'essentiel, c'est qu'il apporte la preuve. Et c'est en ce sens que nous, Office gabonais de la propriété industrielle, on encourage les chercheurs, les industriels, les entrepreneurs à protéger leurs objets de propriété industrielle. D'où votre rôle de sensibiliser. Absolument, absolument. Parce que lorsque vous êtes détenteur d'un titre, comme il l'a dit, ben, vous êtes tout puissant sans le savoir. Même sans argent dans les poches, lorsque vous détenez un brevet, ben, c'est de l'argent que vous détenez sans le savoir. Parce que lorsque vous irez sur la table des négociations, vous présentez votre brevet, vous avez suffisamment d'arguments pour avoir gain de cause. Donc, tout simplement dit, il faudrait que les gens prennent conscience de l'intérêt de la protection, de l'intérêt de protéger leurs objets de propriété intellectuelle, qui, sans le savoir, au niveau de l'entreprise, apportent beaucoup plus. Ça, les comptables vous le diront. Les actifs immatériels, lorsqu'ils font les bilans comptables, il y a souvent un chapitre actifs immatériels. Il s'agit là des objets de propriété intellectuelle détenus par l'entreprise qui produisent de l'argent sans pourtant que l'agent, voire même le décideur, ne sache réellement. Voilà. Monsieur Eban, monsieur Ndongema, nous voulons revenir sur un aspect assez particulier, qui est une forme de, on va dire, de confrontation souvent entre le fabricant, le producteur et le consommateur. Tout à fait. On va pas citer cette grande marque américaine qui existe bientôt depuis près de 100 ans. Ouais. Alors, nous consommons quelque chose dont on ignore la recette. Tout à fait. Appelons ça comme ça. Tout à fait. Alors, comment finalement le consommateur peut-il être protégé simplement en étant quelqu'un qui consomme en fait ce qu'il ne sait pas? On va lui dire, bon, cette boisson s'appelle, vous voyez de quoi je voulais parler? Oui, on ne va pas la publicité. On ne va pas nous faire taper sur le doigt. Comment techniquement vous expliquez cela? Est-ce que le consommateur n'est pas lésé dans ce cas précis? Pour revenir par rapport à la définition que vous venez de donner en instant même à monsieur Fabien Guillaume. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction? Tout à fait. De prime abord, on aura le sentiment que c'est une forme de contradiction. Parce que là, vous posez un problème de qualité. Exact. N'est-ce pas? Le collègue va peut-être compléter. Vous posez là un problème de qualité. Or, la contrefaçon, on le répète très souvent, la contrefaçon n'est pas synonyme de mauvaise qualité. D'accord. La contrefaçon n'est pas synonyme de mauvaise qualité. La contrefaçon, c'est la violation d'un droit de propriété intellectuelle. Dans la pratique, cela se résume à l'absence de l'autorisation du titulaire des droits. D'accord. Maintenant, est-ce que le consommateur est protégé? Les questions de qualité, c'est nos collègues de l'agence gabonaise de normalisation qui s'en occupent. D'accord. Tout simplement pour dire, mais cet industriel, que nous ne citons pas le nom, mais que nous connaissons tous, a bien compris l'intérêt ou le rôle d'une marque ou d'un dessin, parce qu'il suffit de voir son emballage de loin, et on sait tout de suite que c'est tel industriel. Il a compris l'importance
le rôle d'une marque sur le marché, le rôle d'un dessin modèle sur le marché, qu'il a mis l'accent, la communication, la publicité sur ces éléments-là. Et tout de suite, la clientèle a suivi. Donc, le collègue va certainement compléter. Alors, il faut dire, en allant dans le même sens que lui, que, en fait, le consommateur peut être lésé ou ne pas l'être. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un crée, comme la marque que nous citons de façon discrète, lorsque on crée une marque, c'est pour accompagner le produit. Et souvent, la marque permet d'identifier la provenance du produit. Absolument. Vous comprenez? Qu'est-ce que souvent ces créateurs font? Ils décrivent les caractéristiques techniques de la marque. Quels sont les différents apports en calories, en kilos, Taux de sucre. Toutes ces informations sont données. C'est pour rassurer le consommateur de ce qu'il consomme, de la qualité. C'est obligatoire, de non, en principe? Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr, c'est obligatoire. Tout à fait. Ne pas le faire, c'est entacher le marché. C'est une obligation. Oui, mais gardez le fil de votre idée, monsieur Nguema. Mais comment vous expliquez qu'au Gabon, par exemple, nous sommes un pays francophone, des fois nous se trouvons avec des produits écrits en arabe ou en anglais? Comment pouvez-vous expliquer cela? Il m'est difficile de parler de ces aspects-là parce que là, on risque de rentrer dans le domaine d'activité, de compétences d'autres administrations. Tel que le commerce. Voilà. Je crois qu'ils sont mieux outillés pour répondre à ces questions. D'accord, reprenez donc le fil de votre idée, voilà. s'il vous plaît. Donc, nous étions en train de dire que c'est exactement ça, l'obligation. D'accord. Dès qu'un produit est mis sur le marché, toutes les caractéristiques techniques doivent être décrites de façon claire et lisible pour le consommateur. Bon, c'est vrai que nous constatons qu'au Gabon, sinon dans la majeure partie des pays africains, les consommateurs ne sont même pas d'attention moyenne. Absolument. Parce que nous rentrons dans des marchés, on achète des produits, on ne cherche même pas à savoir quelles sont les caractéristiques techniques de ces produits. Tout à fait. Encore moins la date de péremption. La date de péremption, même ça, on n'arrive pas à regarder. Tout à fait. Donc c'est ce qui fait que, bon, là où les consommateurs sont avertis, ils regardent tout ça. Ils font attention de façon particulière pour savoir ce qu'ils consomment. D'accord. Et c'est ça. Alors justement, pour rester dans la même veine, on a parlé tout à l'heure de marque. Alors quand on parle d'appellation contrôlée ou sous réserve, on va parler de Bordeaux par exemple. Appellation d'origine contrôlée. Ouais. Alors, il faut déjà partir du principe que là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle la protection de la qualité du terroir, des produits du terroir. Ce que nous appelons beaucoup plus à l'OAPI, c'est beaucoup plus les indications géographiques. Les Blancs font des appellations d'origine telles qu'en Europe. L'Europe, la France, ils vont vous parler des indications géographiques protégées. Ce sont des appellations simples. Des AOP. On va vous parler d'appellations d'origine protégée, appellations d'origine contrôlée. Ce sont des dénominations qui sont françaises et Union européenne. Mais de façon basique, ce qu'il faut dire, c'est que ces produits, ce sont des produits qui tirent la qualité de leur lieu de production. D'accord. Vous comprenez? On va vous prendre un petit exemple simple. La pierre d'Embigou, vous avez souligné ça ici. Vous voyez que la pierre d'Embigou, c'est un produit qui touche à beaucoup d'objets de propriété intellectuelle. Elle est en même temps dans la propriété industrielle, parce qu'on peut en faire une indication géographique. Elle est même dans le viseur de reconnaissance en indication géographique. Et dans le cadre de la propriété littéraire artistique, ce sont des œuvres d'art. Tout à fait. On le sait tous, ce sont des œuvres d'art. Elle est même beaucoup plus vendue sur cet aspect-là. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que quand on parle de la pierre d'Embigou ou un autre produit du terroir, qu'est-ce qui fait que cette pierre, on ne la retrouve pas à Coco Beach? On ne la retrouve pas à Moulengi Binza. On la retrouve simplement à Lebamba, à Dienga, à Dibwangi, à Mbigou et actuellement dans le Moyen-Ogoué. C'est parfois les facteurs naturels de ces localités-là, tels que le climat, tel que le sol. C'est ce qui fait qu'on dise que cette pierre doit être protégée comme indication géographique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a toute une filière, une organisation qui va être ébranlée pour permettre qu'il y ait une seule filière de gestion. Empêcher que moi, je quitte Libreville, je vais à Mbigou, je commence à casser la pierre, je viens la commercialiser comme je veux. Et c'est ce qui fait que les villages en question ne bénéficient de rien. Or, l'objectif de la valorisation des produits du terroir, c'est de sortir ces localités de leur précarité, si on peut le dire comme ça. Et cette pierre d'Embigou, si elle est reconnue comme indication géographique, par exemple, elle va permettre la création d'emplois. Elle va permettre de freiner l'exode rural dans ces localités précises. Et ce ne sont que ces producteurs, ces communautés villageoises installées dans ces localités qui auront le droit de commercialiser, de produire cette
Pierre Dembigo. J'aimerais un peu vous titiller, monsieur Eban, monsieur Ndongima. Oui. Alors, vous avez donné beaucoup d'indications, ça nous permet d'être vraiment situés aujourd'hui, notamment sur les objets d'art. Il y a cette guerre-là, entre, par exemple, l'Afrique et la France, notamment au niveau des objets d'art. Effectivement. Beaucoup d'objets d'art, voilà, notamment en parlant des masques, qui sont appelés à revenir. Alors, vous disiez tantôt que certains objets, notamment des objets d'art, peuvent être protégés de facto. Donc, nous faisons allusion à nos objets d'art. Tout à fait. Mais comment le Gabonais peut-il bénéficier, par exemple, je crois que c'est le Ngui, ce masque qui vaut des milliards. Mais nous, le Gabonais lambda, je profite de ça comment? Seulement parce qu'on dit que c'était un objet gabonais. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, vous qui êtes les techniciens en la matière? Oui, déjà dire que cette question n'est pas du tout facile, n'est pas du tout facile parce que c'est tout un pan de notre patrimoine qui est touché et qui s'est exporté de manière involontaire, des communautés détentrices de ce patrimoine. Alors, la première bagarre, effectivement, je crois qu'elle doit être étatique ou gouvernementale, c'est-à-dire nous faire d'abord amener ces objets. Ok. La deuxième bagarre, elle sera toujours au niveau du gouvernement, renforcer ou améliorer le dispositif légal qui va favoriser la réelle protection, parce qu'il faut dire, la loi sur le droit d'auteur, celle de 1987, la loi 1/87, est obsolète. Je crois qu'il y a lieu de la réviser maintenant. Voilà. De réviser cette loi, la rendre beaucoup plus structurée. En ce moment, nous, techniciens du domaine, nous aurons suffisamment d'outils pour parler de la protection de ces questions-là aux potentiels utilisateurs. Et c'est à regret, c'est vraiment à regret. On a l'impression que ces objets de valeur, enfin non de la valeur, si je peux me répéter, que chez les Occidentaux. Pensez-vous qu'en se les réappropriant, ces objets auront toujours la même valeur marchande sur le plan international? C'est à nous-mêmes, cette mission nous revient. Voir comment est-ce que nous qui sommes spécialistes des questions de propriété intellectuelle, voir, étant donné que ces objets, les revenus au pays, comment est-ce que on peut maintenir cette valeur ou l'améliorer, pourquoi pas. Pourquoi pas. Chaque technicien concerné va voir comment est-ce que dans son domaine de compétences peut le faire. Voilà. Monsieur Parfait Eban et Monsieur Armand Ndongima, alors vous êtes nos invités aujourd'hui à l'émission Gabon Eco et nous voulons que vous nous aidiez à faire comprendre à nos auditeurs et à mieux comprendre en quoi la propriété intellectuelle représente une catégorie d'actifs au rôle déterminant en matière de croissance de l'activité et de développement de notre économie. Et dans la même veine, si vous permettez, ne vous perdez surtout pas. Et pourquoi parle-t-on de promotion de l'économie immatérielle? Ça va dans le même sens. Absolument, absolument. Déjà, c'est un slogan qu'on a adopté lors d'un salon qu'on avait organisé, promotion de l'économie immatérielle. Alors, c'est une question tellement importante et elle est dans les cordes de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. L'OAPI aujourd'hui, que nous représentons, ne voudrait plus avoir, comme le collègue l'a dit, dans le cas du brevet, un brevet qui s'apparente à un diplôme qu'on aurait obtenu. Un brevet aujourd'hui doit servir à l'économie. Alors, très honnêtement pour cela, il faudrait que nos chercheurs ou nos instituts de recherche orientent ou réorientent la recherche par rapport aux priorités du moment. Parce que ça ne sert à rien de lancer la recherche dans un domaine qui n'apportera pas grand-chose à notre pays ou à notre économie. Alors, je prends un exemple, sans pourtant m'aventurer en politique. Le président de la République avait mis en place le projet Graines, par exemple. C'est dans le domaine agricole. Et je crois qu'en notre sens, en tant que spécialiste des questions de propriété intellectuelle, nous aiderons le politique à atteindre ces objectifs en orientant la recherche dans ce domaine agricole. En ce moment, les résultats de cette recherche, véritablement protégés en propriété industrielle ou intellectuelle, devraient aboutir parce que c'est des nouvelles technologies, pas des antiques, mais des nouvelles technologies dans le domaine agricole. Okay? Ces nouvelles technologies peuvent aboutir, ou devraient, voulais-je dire, aboutir à la création des industries à Franceville, à la zone économique, à OIM ou des provinces agricoles. Okay? Et vous voyez en ce sens que nous aurons tout de suite la réponse à la question du chômage. Automatiquement, nous avons la réponse à la question du chômage. Et tout de suite, notre économie va réellement décoller. C'est en ce sens que la propriété industrielle, pour ne rester que dans ce pan, peut véritablement contribuer au réel décollage de notre économie. Parce que le brevet, à l'origine, va entraîner la mise en place des marques, du nom commercial, des dessins et modèles industriels. Parce qu'à partir d'un seul brevet, si tant qu'il est pertinent, va emmener l'industriel à avoir un portefeuille de marques, un portefeuille de démis. Voilà.
Monsieur Armand Ondonguema, en parlant de licence, alors comment fait-on pour obtenir une licence et qu'est-ce qu'une licence? Très bien. Puisque le temps qui nous est imparti arrive à ça. Oui, bon, simplement dire que la licence, c'est un accord de principe entre vous et moi. Moi, je suis détenteur d'un titre de propriété industrielle ou intellectuelle. Je n'ai pas la capacité, par exemple, à l'exploiter. Ou je voudrais étendre l'exploitation de mon œuvre. Alors, je vous vois. Vous êtes, par exemple, on va parler du cas de l'OAPI. L'OAPI est constitué de 17 pays. Quelqu'un se trouve au Bénin, En Côte d'Ivoire. au Bénin ou en Côte d'Ivoire, intéressé par ce que j'ai créé ici, j'ai créé ou inventé au Gabon, m'appelle, me dit, écoutez, ici, la demande est faite dans le cadre de votre création. Comment est-ce que je peux faire? J'ai dit, on va faire une licence. Je vous transfère une partie des droits. Je vous donne la possibilité de gérer ces droits là-bas, mais vous et moi, on s'entend sur des redevances. Vous allez me reverser des redevances et vous exploitez cette licence pendant un temps qui ne dépasse pas la durée, par exemple, de mon invention ou de ma propriété intellectuelle de façon un peu plus ramassée. Pour faire simple, on va tout simplement dire, la licence, c'est une autorisation que le titulaire des droits accorde à un potentiel exploitant. Voilà. Et c'est la bonne démarche, parce que tant que vos droits sont en vigueur sur cet objet, devenu un titre, la démarche doit être la demande. Si vous l'exploitez sans autorisation, qui se fait sous forme de contrat de licence, là on tombe de plein pied dans la contrefaçon. Voilà. Eh oui, le temps qui nous est imparti est arrivé. C'est vraiment dommage parce que au départ on a l'impression que c'est long, mais finalement c'est court et vraiment on n'a pas pu boucler toutes les questions. Peut-être qu'il y aura un deuxième épisode, une deuxième partie pour compléter les questions de nos auditeurs et celles que nous avions d'ailleurs sous la main. Mais déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à mes auditeurs d'avoir suivi votre émission, c'est la vôtre. Ne quittez surtout pas vos écoutes. Nous avons reçu ce jour Monsieur Parfin Eban, qui est chef de service brevet et objet végétal à l'Office gabonais de la propriété industrielle, accompagné de Monsieur Armand Ondonguema, qui est lui chef de service indication géographique. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt et surtout n'oubliez pas les mesures barrières.